Depuis la chute de l'Empire japonais en 1945, le Japon a eu pas moins de 35 premiers ministres. En moyenne, un premier ministre tous les 2 ans. Pourtant, la durée normale, si on peut parler de normalité, est de 4 ans. Or, une autre caractéristique fondamentale de la politique japonaise, c'est sa stabilité. Depuis l'avènement de la démocratie au Japon à la fin des années 50, seul le Parti libéral-démocrate ou ses dérivés ont gouverné. Durant cette période, l'opposition a réussi à prendre le pouvoir à 2 reprises seulement. La première, 93, et la seconde qui dura 3 ans en 2009. L'état de droit est pourtant bien respecté au Japon, même si les libertés individuelles peinent à émerger. Égalité de genre, droit LGBT, droit du travail. En fait, au pays du soleil levant, les querelles politiques se livrent essentiellement dans les couloirs de l'administration, si bien que la politique japonaise se résume à des allées-venues, des démissions, des élections anticipées et des motions de censure. L'actuel Premier ministre Fumio Kishida est arrivé au pouvoir en octobre 2021 après la démission de son prédécesseur Yoshihide Suga, dont le mandat n'a duré qu'1 an. C'est sûr que ça n'aide pas la moyenne. Celui-ci n'avait pas voulu se présenter à l'élection interne du PLD car il savait sa cote de popularité pénalisée par la crise Covid. Le nouveau dirigeant de la nation nippone est très singulier. Il se démarque en de nombreux points de ses prédécesseurs, tant sur la forme que sur le fond. Et pas possible non plus de l'inscrire dans une tendance régionale. Contrairement au nouveau président coréen Yoon Suk-yeol, un outsider politique, Kishida est un vieil habitué des cercles de pouvoir japonais. C'est un politicien expérimenté, membre de la Chambre des représentants depuis 1993, puis sous Shinzo Abe, ministre d'État aux affaires d'Okinawa et des territoires du Nord, ensuite ministre de la Défense et enfin ministre des Affaires étrangères. Avec Kishida au pouvoir, on peut s'attendre à un revirement politique majeur par rapport à Abe, en tout cas en ce qui concerne les affaires domestiques. Pour ce qui est des affaires étrangères, on devrait plutôt s'inscrire dans la continuité du gouvernement précédent. Donc qu'est-ce qu'on entend précisément par revirement majeur ? Mais c'est assez simple en fait. Des dépenses beaucoup plus importantes dans la défense nationale. En fait, le Japon avait entamé un virage depuis la guerre en Irak et son humiliation diplomatique. Face à la montée de la Chine et le danger que celle-ci représente pour la région, le Japon réaffirme son statut de puissance mondiale. En tout cas d'un point de vue géopolitique, car en ce qui concerne son économie, le Japon a toujours été une superpuissance. Aujourd'hui, elle est en 3e position derrière les États-Unis et la Chine. La France, elle, se classe en 7e position. Kishida propose donc, entre autres, de geler le plan de la transformation économique, les Abenomics, pour proposer une nouvelle forme de capitalisme, une économie de marché adaptée aux caractéristiques japonaises. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Patience, ça vient. On va d'abord vous parler du futur des relations sino-japonaises et avec son grand allié, les États-Unis. Quand le Japon s'éveillera, la terre tremblera. L'obsession première de l'ex-premier ministre Shinzo Abe était de faire du Japon un membre éminent de la communauté internationale, respecté et craint à la fois. Pour y parvenir, le gouvernement japonais a adopté une ligne dure contre la Chine et la Corée du Nord, tout en s'érigeant comme champion du bloc démocratique. Il a pris la défense de Taïwan et a cofondé l'accord de libre-échange transpacifique qui représentait tout de même 40% du PIB mondial avant que Trump n'annonce le retrait des États-Unis. Qu'ils sont loin les jours du Japon de l'ère Edo, durant laquelle le pays s'était fermé au monde. Aujourd'hui, il est proactif en matière de politique internationale, et pas que sur le volet diplomatique et économique. Shinzo Abe avait aussi poussé pour une hausse du budget de défense. En 2017, le seuil symbolique de 1% du PIB alloué à la défense a été dépassé. Jamais les dépenses militaires nippones n'avaient atteint un tel niveau depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Toujours sous l'impulsion d'Abe, le gouvernement japonais a tenté d'amender l'article 9 de sa constitution. Ce même article qui postule que le Japon est une nation pacifique et qui limite ses dépenses militaires. Aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la justice et l'ordre, le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation, ou à la menace, ou à l'usage de la force comme moyen de règlement des conflits internationaux. Pour atteindre le but fixé au paragraphe précédent, il ne sera jamais maintenu de force terrestre, navale et aérienne ou autre potentiel de guerre. Le droit de belligérance de l'État ne sera pas reconnu. Article 9 de la Constitution du Japon. Bon, le gouvernement Abe y est partiellement parvenu en promulguant en 2015 la loi sur les forces d'autodéfense qui permet au Japon d'intervenir en soutien d'un pays allié en cas d'attaque, même si le danger ne vise pas directement le Japon. Fumio Kishida veut aller beaucoup plus loin dans ce projet de réforme constitutionnelle en approuvant un plan de modernisation des capacités militaires du pays. Le PLD, parti au pouvoir au Japon, demande au gouvernement de doubler le budget de la défense. À présent, le Japon souhaite augmenter les dépenses militaires du Japon à plus de 2% du PIB. On parle d'environ 100 milliards de dollars.
On a presque doublé le budget militaire japonais en à peine 7 ans. On parle donc d'un budget total de 500 milliards de dollars dans les 5 ans à venir. Le Japon deviendrait de facto une superpuissance militaire avec le 3e plus gros budget défense au monde. Washington est en extase. Les États-Unis peuvent compter sur un allié supplémentaire d'envergure dans l'Indo-Pacifique. Et l'invasion russe de l'Ukraine a démontré que toutes nos certitudes sont parfois fondées sur des mirages. Kishida souhaite utiliser cette guerre pour tourner la situation à son avantage. Même l'ex-premier ministre Shinzo Abe est impliqué. Le PLD japonais met en vedette l'ancien Premier ministre Abe dans sa campagne pour une réforme de la Constitution, risquant le contre-coup de l'opposition. Alors quel lien avec la guerre en Ukraine ? C'est tout bête, c'est une question de confiance. Le Japon a pour voisins la Corée du Nord, la Chine et la Russie. D'ailleurs, le Japon et la Russie ont un contentieux territorial qui remonte à la Seconde Guerre mondiale au sujet des îles Kouriles. Le Japon critique la décision russe de mettre fin aux pourparlers de paix concernant le territoire disputé des îles Kouriles du fait des sanctions. Abe tout fait durant son mandat pour régler le litige et récupérer une partie de l'île. Poutine jouait le chaud et le froid, mais beaucoup d'experts considèrent aujourd'hui qu'il n'a jamais eu réellement l'intention de trouver une issue diplomatique. Le Japon affirme que les îles disputées sont illégalement occupées par la Russie. Le Japon déclare que les 4 îles qu'il dispute à Moscou sont illégalement occupées par la Russie dans la dernière version d'un rapport diplomatique. La volonté de récupérer les îles Kouriles du temps de Shinzo Abe tenait surtout à la nécessité de satisfaire son électorat conservateur. Il est vraisemblable que Kishida suive le même chemin que son prédécesseur concernant cette dispute. Outre la question militaire, le nouveau Premier ministre défend une ligne économique très libérale axée sur le PTP-GP, la dernière version du traité de libre-échange transpacifique, et sur un rapprochement commercial avec les États-Unis. Mais l'un des défis principaux que doit relever le Japon, ce sont ses relations avec la Corée du Sud. Même s'ils sont alignés politiquement, les relations entre la Corée du Sud et le Japon n'ont jamais été très bonnes. C'était particulièrement le cas lorsqu'ont coïncidé l'administration Moon Jae-in et celle de Shinzo Abe. L'une des raisons pour lesquelles Tokyo et Séoul s'entendent si mal, c'est que le Premier ministre japonais continue de se rendre une fois par an au sanctuaire de Yasukuni. Il y commémore le sacrifice des soldats japonais tués au combat, dont des criminels de guerre qui ont soumis le peuple coréen, entre autres, à des décennies de souffrance durant l'occupation japonaise. Le cas des femmes de reconfort est emblématique. La Corée du Sud s'est battue pendant des années pour obtenir réparation pour les victimes de la traite d'esclaves sexuels par le Japon de l'ère Showa. Ceci dit, le gouvernement japonais n'a jamais présenté ses excuses aux survivantes. Quoi qu'il en soit, Séoul et Tokyo ont décidé de faire abstraction de leurs différences pour faire front commun à la double menace que posent la Corée du Nord et la Chine. La Corée du Sud décide officiellement de rejoindre le partenariat transpacifique global et progressiste pour consolider sa chaîne d'approvisionnement. Yoon dit qu'il examinera sous une lumière favorable une éventuelle adhésion au Quad s'il y est invité. Cet accord commercial présage d'une alliance qui pourrait rabattre toutes les cartes. Déjà, le Japon est l'un des principaux défenseurs du PTP-GP, le partenariat transpacifique global et progressiste issu du partenariat transpacifique premier du nom avant que les États-Unis ne s'en retirent. Ce nouvel accord a pris effet fin 2018 et représente aujourd'hui 13% du PIB mondial. L'ont ratifié l'Australie, le Canada, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, Singapour, le Vietnam et le Japon donc. Mais le Japon fait aussi partie du Quad, une alliance militaire avec les États-Unis, l'Australie et l'Inde. Imaginez la contribution d'un pays comme la Corée du Sud à ces deux organisations. Le Japon et la Corée du Sud, c'est un PIB combiné de 7 000 milliards de dollars et un budget militaire commun qui pourrait atteindre entre 110 et 150 milliards de dollars par an. Et faut pas oublier que le Japon et la Corée du Sud sont des pays très avancés technologiquement et avec des industries très puissantes. Logiquement, on se pose la question, est-ce qu'une alliance coréano-japonaise pourrait mettre en difficulté la Chine ? Le budget défense chinois équivaut à 230 milliards de dollars, soit 100 milliards de plus que le Japon et la Corée du Sud. Mais l'effectif de l'armée populaire de libération est d'environ 2 200 000 soldats actifs et 800 000 de réserve. L'armée sud-coréenne, ce sont 625 000 soldats et la japonaise 247 000, soit un poids combiné de 872 000 soldats. Du coup, même si l'enveloppe chinoise est plus grosse, le budget de défense alloué à chaque soldat chinois est plus faible d'environ 40%. Et c'est sans compter les États-Unis, l'Australie, Taïwan. On avait même fait une vidéo sur les investissements croissants de l'Indonésie et du Vietnam pour parer à tout éventuel conflit en mer de Chine du Sud. Mais bon, à l'heure actuelle, il reste encore une énorme marge de progression. La bonne nouvelle, c'est que les deux dirigeants se sont rendus compte de l'opportunité qui se présentait à eux. Kishida déclare que la coopération avec la Corée du Sud est plus que jamais nécessaire. Voici donc pour le volet politique étrangère. Qu'en est-il des affaires domestiques ? Quelle est donc cette grande refonte économique que nous a promis Kishida ? Un virage à gauche.
Kishida souhaite réformer l'économie japonaise en profondeur. Et pour ce faire, il parle d'un capitalisme à la japonaise. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est un emballage pour une politique plutôt conservatrice de hausse de dépenses publiques, comme on l'a vu dans le cas du budget défense, mais aussi d'une redistribution de richesses plus importante. Et par où est-ce qu'il a débuté ? La diète. Le Parlement japonais adopte un budget record équivalent à 900 milliards de dollars pour l'exercice 2022. La diète japonaise a adopté un budget record de 107 600 milliards de yens pour l'exercice 2022 afin de financer des mesures contre le coronavirus ainsi que l'augmentation du coût de la sécurité sociale et de la défense nationale. Le Premier ministre japonais Kishida dévoile un plan de relance de 490 milliards de dollars. Le plan de relance de Kishida représente à lui seul plus de 65% du plan de relance post-Covid de l'Union européenne. Or, la population japonaise est 3,5 fois inférieure à celle de l'UE. Si vous voulez notre avis, c'est une sacrée profession de foi. Mais alors, où trouve-t-il les fonds nécessaires et comment compte-t-il s'en servir précisément ? À la différence de ses prédécesseurs, il ne poursuit pas la croissance à tout prix. Son dada, c'est une redistribution plus équitable des richesses. Kishida prévoit une hausse des impôts pour les grandes entreprises et les personnes appartenant à la tranche des revenus les plus élevés. Il sollicite aussi à la Banque centrale un effort supplémentaire pour contracter de la dette publique. Une dette qui s'élève aujourd'hui à 253% du PIB. Alors, la particularité de la dette japonaise, c'est qu'elle dépend principalement de l'épargne domestique. Donc, dans un circuit fermé, le risque de défaut de paiement est moindre. Mais c'est justement cette stratégie monétaire qui mène à des situations comme celle-ci. Le Japon a autrefois célébré un yen bon marché. Aujourd'hui, le pire crash monétaire en 20 ans provoque une panique généralisée. La Banque du Japon accentue encore la baisse du yen en durcissant sa politique ultra accommodante. Avec le déblocage de fonds supplémentaires, Kishida a l'intention de fournir une assistance financière directe aux ménages avec enfants, à la population active et aux PME. Kishida appelle aussi à une redistribution plus juste de la masse salariale. Kishida appelle à des hausses de salaire agressives pour pousser à la redistribution des richesses. Le Premier ministre japonais Kishida lance une commission pilote pour examiner la redistribution des richesses. Selon Kishida, ces mesures devraient pousser les sociétés à augmenter les salaires, ce qui devrait entraîner à son tour une hausse de la consommation et donc une hausse de la production et une inversion de la déflation. Kishida s'attaque en premier lieu à la hausse du salaire minimum, des retraites et de la couverture médicale des travailleurs. En parallèle, il encourage les augmentations salariales en proposant des allégements fiscaux pour les entreprises. Mais il y a un hic. Le taux de rendement des entreprises japonaises est généralement inférieur à leur contrepartie à l'étranger. Et pas que. Le PIB par heure travaillée est 30% inférieur à la moyenne du G7 et 40% plus faible que celui des États-Unis. La productivité japonaise est plutôt en deçà des attentes. C'est ce qui explique, du moins partiellement, pourquoi le salaire mensuel moyen n'a augmenté que de 8,50$ au cours de la dernière décennie. De fait, le patrimoine net des Japonais a fortement chuté à l'exception des 10% les plus riches. Et on peut s'interroger si la hausse de l'impôt sur la plus-value et les dividendes ne risque pas de décourager l'investissement. Ce sont deux écoles irréconciliables qui s'affrontent ici. On pourrait appeler la variante actuelle du Japon les Kishidanomics. Mais à trop vouloir en faire, on a droit à quelques beaux ratés. Un cadeau de 5 000 yens aux retraités ne prêtera probablement pas à sourire. La coalition au pouvoir envisage de verser un paiement forfaitaire aux personnes âgées pour les aider à se débrouiller pendant la pandémie. Le chiffre annoncé, 5 000 yens, $42, beaucoup de personnes pourraient considérer ce montant insultant. Kishida a l'air d'avoir bien rodé sa politique intérieure et extérieure. Pour l'étranger, un rôle plus important sur la scène internationale, le renforcement des capacités défensives du pays et le rapprochement avec son allié, les États-Unis, ainsi qu'avec la Corée du Sud. Pour les affaires domestiques, une relance monétaire combinée à des hausses salariales, elles-mêmes encouragées par des allégements fiscaux et de la dette publique. Espérons que la méthode ne tarde pas trop à faire ses preuves. Les mandats des premiers ministres japonais sont bien souvent trop courts pour avoir le temps d'en observer les bienfaits, qui tardent plus à se manifester que les ratés. Le Japon doit en plus faire face à une baisse de la natalité qui met en exergue la gérontocratie qui caractérise sa gouvernance. La visite récente du président Biden à Tokyo et Séoul devrait permettre d'y voir plus clair en ce qui concerne le rapprochement entre les deux puissances régionales. De là à réussir à contenir la Chine, la Russie et la Corée du Nord, il reste encore quelques années. Kishida parviendra-t-il à son objectif ? Arrivera-t-il à insuffler un nouveau souffle à l'économie japonaise ? Saura-t-il créer les conditions pour répondre aux enjeux sécuritaires de la région ? Dites-nous ce que vous en pensez, on est très curieux de connaître votre avis. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur LinkedIn et Instagram, et d'ici la prochaine, je vous dis arigato et sayonara.